Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, je suis avec ma sœur Domiti. Je vais pas poser des questions d'habitude d'interview, comment on s'est rencontrés, etc. Parce que voilà. Je m'en souviens pas trop. Ça fait 6-7 ans maintenant. Ouais, t'es presque freelance depuis aussi longtemps que moi en fait. Salut. Salut, à la prochaine. Je t'ai lancé il n'y a pas si longtemps et bon, on va en parler. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Pour commencer, je vais pas poser des questions d'habitude d'interview, comment on s'est rencontrés, etc. Parce que voilà. Je m'en souviens pas trop. Je me souviens pas trop, ouais. Mais donc, peut-être nous raconter un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme études, tu as quel âge, où est-ce que tu habites, voilà. Donc moi j'ai 27 ans, j'ai fait des études d'art appliqué, ce qu'on appelle en jargon français, donc en gros c'est des études de design. Ouais. J'ai été d'abord à Roubaix, ensuite à Paris, ensuite aux Pays-Bas. Et voilà. Et du coup j'ai un master en information design, ouais, et un background en design graphique, on va dire. Ouais, donc tu as commencé par la partie design graphique, puis après tu as aussi touché à d'autres choses. Bah, c'est des études où c'est d'abord un aspect plutôt technique en BTS, design graphique, où c'est vraiment de la technique de design graphique. Et ensuite, le master, c'est plus de la recherche, du questionnement sur la discipline du design en général, etc. Ouais, puis ça peut aller loin aussi. Là, tu parlais vraiment de doctorat en philosophie de l'art, des trucs comme ça. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Puis je me souviens qu'au début, tu as commencé aussi vraiment par des trucs de perspective, de dessin et tout, quoi. Ouais, il y a une première année vraiment d'art, d'école d'art. Donc c'est vrai que c'est pas... Ouais. Maintenant, je fais du web design, donc c'est pas forcément la formation de prédilection, mais, ouais, bah justement, c'est ça qui a fait que on a pu se positionner aussi dans ce milieu-là, quoi. Et du coup, là, justement, pour présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, parle-nous un petit peu de ton activité. Donc, maintenant, je fais principalement du web design, du coup. Ouais. Ça s'est fait parce que j'avais un attrait pour le web, et c'est vrai qu'en design graphique, on touche un peu à ça. Après, du coup, moi, je me suis associée avec un ami que j'ai rencontré à l'école. Et tous les deux, on était vraiment attirés par ça. Et du coup, on a commencé à faire des projets d'études ensemble, d'avoir des petits projets de freelance tous les deux. Et être vraiment intéressés aussi par l'aspect technique du web. Donc, c'est là qu'on s'est mis à faire du code aussi de manière autodidacte pour pouvoir proposer ce full range du design au code, parce qu'on trouve ça intéressant d'être impliqué dans toutes les étapes du produit, du coup, du début à la fin, quoi. Ouais. Et c'était quand, après, que vous avez commencé à prendre des missions freelance? C'est quoi le truc qui a déclenché que vous avez pris des missions freelance, et c'était quand? Je pense que c'était déjà en BTS, du coup, ça fait 6-7 ans maintenant. Ouais, t'es presque freelance depuis aussi longtemps que moi, en fait. Mais du coup, en école d'art, il y a pas mal de... On a commencé par faire un peu des portfolios pour des potes, ou des mini-sites pour des expositions qui avaient lieu dans l'école, ou ce genre de choses. Et petit à petit, je sais pas, j'ai même pas trop le recul de savoir à quel moment vraiment on a eu des vrais clients. Parce qu'au début, c'était pas mixé aussi avec des projets plutôt personnels et des projets avec vraiment des commanditaires. Mais du coup, ouais, ça s'est fait assez naturellement comme ça, quoi. Ouais, t'as pas trop eu l'impression d'avoir forcé pour te lancer ou... Non. Ok, écoute, c'est cool. Et donc là, aujourd'hui, vous faites du web design, vous faites surtout web design, parfois un petit peu de design, parfois vous reprenez aussi des sites, c'est ça? Ouais, du coup, on fait plusieurs choses. On fait soit, le plus classique, c'est des sites web de A à Z, donc du design au code. On fait aussi que du code pour certains types de commanditaires, ou parce que le design nous intéresse ou le projet nous intéresse. Et après, on fait des projets un peu plus de recherche, on donne des workshops dans des écoles, on écrit des articles, on est toujours un peu dans ce côté-là, quoi. Et aussi des choses un peu plus hybrides, des outils d'automatisation ou des outils de... Récemment, on a travaillé pour une institution culturelle où on a fait vraiment un outil spécialisé pour une exposition. C'est un peu... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà.
Toujours un peu cet aspect design et code, quoi. Peu importe le projet. Ouais, bah déjà, ça vous spécialise sur quelque chose. Et aussi, peut-être que tu peux… Donc là, aujourd'hui, vous avez un studio ensemble. Ouais. Vous avez un projet, ça fait longtemps que vous bossez ensemble, vous avez un projet bien établi. Et comment tu définirais le style de ce que vous faites ou des sites que vous réalisez? Parce que moi, j'avais jamais vu ça avant. J'ai du mal à le décrire, tu vois. C'est toujours un peu dur de mettre des mots sur ce qu'on fait, mais c'est vrai qu'on aime bien mettre en avant la structure des sites. On n'est pas du tout dans la tendance du web actuel qui est de vraiment avoir une interaction qui est hyper smooth, hyper fluide. On aime bien quand même que les utilisateurs réfléchissent un peu à ce qu'ils font. Et on travaille énormément pour des institutions culturelles, comme je disais, donc on a moins cet objectif du web, de vendre, mais plutôt de montrer des choses de manière un peu différente que les autres sites actuels. Et du coup, c'est vraiment les projets qui nous intéressent, c'est quand une structure, un contenu d'un client ne rentre pas dans les structures habituelles du web et qu'ils ont besoin de réfléchir à comment rentrer dans leur contenu, plutôt que… Voilà. Plutôt que leur dire prenez WordPress parce que c'est standard. Ça nous arrive de faire ça, quoi, quand on se dit on voit pas trop l'intérêt de vraiment tout recoder de zéro pour votre contenu. On leur conseille d'aller vers des plateformes existantes ou d'autres studios qui font ce genre de trucs mieux que nous, quoi, parce que ça nous intéresse moins. Ok, écoute, moi la façon dont je définis des fois ce que tu fais, c'est le côté web design et site web, mais avec un côté très fonctionnel, un peu minimaliste, mais quand même que toutes les fonctionnalités soient là, tu vois, mais moins… on aime bien être assez transparent sur la structure, quoi. Pas trop d'animation. Ouais, tu as des liens, trucs noirs sur blanc, des trucs… Et sinon, en termes de sites, vous avez fait pas mal de choses, des sites plus portfolio, vitrine, des sites aussi de e-commerce. C'est qui… Généralement, le genre de client que vous avez le plus? C'est assez difficile à définir parce qu'on a des choses, on a des clients hyper variés. Mais là, ça tend de plus en plus à être des collecteurs d'art, des instituts culturels, des écoles d'art appliqué, des radios, des médias un peu alternatifs. Récemment, on travaille sur un site d'e-commerce pour un magazine féministe. C'est des choses un peu plus… underground que… Et il y a aussi des grosses boîtes où il y a des appels d'offres qui peuvent vous intéresser. Ouais, là aussi récemment, c'est vrai que j'en parle moins parce que c'est moins, ça rentre moins, mais on bosse aussi. Là, on a un projet de plateforme éducative, donc c'est moins une institution culturelle. Je travaille pour un gros cabinet de droit économique pour faire de la data visualisation, donc il y a pas mal de petits trucs connexes. Ok. Vous adaptez votre style à tous ces projets-là, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, là, vous avez une bonne activité, vous êtes deux dessus. Vous avez un studio, c'est comme vous définissez ce que vous faites. Je sais que vous faites des collabs aussi avec d'autres studios. Là, tu me disais que vous voulez trouver un studio physique à Paris pour vous installer à deux, parce que l'activité roule bien et que vous voulez collaborer, recruter des gens. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment vous avez commencé à trouver des clients, comment vous êtes en contact avec eux, parce que je trouve ça assez intéressant. Du coup, la plupart de nos clients, c'est vraiment du bouche à oreille, je dirais 90%. Après, il y a 10% de gens qui nous trouvent par rapport à d'autres sites qu'on a fait, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a aucune forme de communication. Parce que c'est le lien dans le footer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc des gens qui vont chercher qui a fait le site et tout, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans un microcosme du design, de l'art qui est assez petit, donc c'est assez facile de trouver ce genre de trucs. Et après, nos clients, ça s'est fait principalement avec des profs. Et après, on a eu 2-3 premiers clients qui ont recommandé notre travail, et du coup, ça s'est vraiment développé comme ça, quoi. Je sais pas du tout. On a très peu fait de prospection, si ce n'est réseauter dans nos écoles et nos milieux respectifs, quoi. C'est souvent après les meilleurs clients qui viennent du réseau et des références, etc. Et après, vous verrez quand vous allez pouvoir plus grossir ce que ça donne. Mais c'est des meilleurs clients. Et puis aussi, pour moi, c'est la preuve que ce que vous faites, c'est bien et que ça aide vos clients, quoi.
parce qu'ils se sentent à l'aise de vous référer. Et par exemple, tu as un client, tu as une galerie d'art avec qui vous bossez, ça va bien. Par exemple, celle où c'était la Biennale à Venise que vous avez fait. Ouais. Vous avez été sur place, vous avez aussi la visibilité avec ça, et peut-être que d'autres trucs à Venise vont vous trouver, et puis voilà. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, et après, on est dans le bon créneau, quoi. C'est sûr Ouais. que les gens viennent souvent nous voir parce qu'avant tout, on est des designers et pas des développeurs, et du coup, c'est aussi ça qui les intéresse. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de plaintes de devs qui sont pas très accessibles ou qui connaissent pas, enfin qui font moins attention aux détails de typographie, d'alignement et tout ça, où nous on est de base vraiment sensible. Donc c'est aussi pour ça que la plupart de nos clients reviennent vers nous et sont intéressés de travailler avec nous, quoi. Ouais, c'est clair que ça fait la différence. Et j'allais te poser des questions sur comment si tu avais des conseils sur comment trouver des clients dans ce monde-là du web design, etc. Étant donné que tu n'as pas à aller chercher, je ne sais pas si tu as trop de réponses là-dessus, à part faire du bon boulot, quoi. Ouais, pas vraiment. Ok. Pas vraiment, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est ok. Après, c'est bien de réussir. Étant donné que tu n'as pas à aller chercher, je ne sais pas si tu as trop de réponses là-dessus, à part faire du bon boulot, quoi. Ouais, pas vraiment. C'est bien de réussir à être vu sur quelques... Il y a quand même pas mal de plateformes qui montrent des sites c'est des sites de sites, en gros. Ouais. Comme... Le site Inspire, c'est le plus connu, mais il y en a aussi un peu plus spécialisés comme Overstate ou Click and Take, où il y a... où il y a pas mal d'inspiration comme ça, et c'est vrai que ça nous est arrivé aussi d'avoir des gens qui arrivent par l'intermédiaire de ce site d'inspi. Mais sinon, c'est vraiment pour moi de développer un réseau autour de soi, quoi, parce que de toute façon, le code, il y a toujours des gens qui ont besoin de ça, et voilà. Et après, c'est vrai que bon, il y a le travail que vous faites, mais il y a aussi votre univers sur Instagram, partout. Vous avez quand même un univers assez... vous êtes passionné je dirais d'interface humain-machine en bon TI, mais tu vois, tu regardais, je me souviens que pendant le confinement, tu regardais des films sur les premiers ordinateurs et les trucs comme ça, là, les premiers trucs science-fiction. Ouais. Et il y a tout cet univers-là aussi qui doit plaire aux personnes. Et justement, votre studio, raconte-nous un peu comment il s'appelle et l'histoire derrière. Le studio, du coup, il s'appelle F451. Si vous cherchez ça, vous ne trouverez pas grand-chose parce qu'on n'a toujours pas de site. On va en parler, ça. Mais du coup, F451, c'est un petit clin d'œil à Fahrenheit 451, qui est du coup une dystopie. Et on trouvait ça drôle le rapprochement, parce que Fahrenheit 451, c'est la température de fusion des livres. Et au moment où on faisait nos études, on parlait beaucoup de la mort du papier, que les livres allaient disparaître et que tout allait devenir une interface numérique. Et du coup, on trouvait ça assez drôle. Mais il n'y a pas beaucoup plus de sens derrière. Mais... Ok. Et ouais, justement, je voudrais qu'on parle de cette histoire de site là. Parce que vous êtes quand même à la base designer, vous faites du web design, vous faites des sites pour plein d'entreprises, etc. Et vous avez des sites, mais vous les avez mis genre en mode maintenance, c'est ça? Ouais. J'avais regardé. Parce que des fois, on me demande, je t'introduis à des gens, etc., où je parle de ce que tu fais. Et du coup, j'aimerais que tu parles un petit peu de ça, mais vas-y. Ouais. C'est un peu notre grande question du moment, quoi, parce que c'est vrai qu'au début, c'était vraiment parce on a eu un premier site. Puis vos sites perso aussi à chacun. Ouais. Mais c'était plutôt des travaux étudiants et tout ça. Puis après, du coup, au moment où on a commencé vraiment à bosser, on a eu un peu ce laps de temps où ça fait bizarre de montrer des projets étudiants et en même temps, on avait du boulot, donc on ne s'est pas plus investi sur ce côté-là. Et après, maintenant, on a des projets qui viennent tout seuls sans avoir besoin de ça. Donc, on se pose la question de savoir comment se présenter aussi, parce que on aime bien aussi ce petit côté aléatoire où il y a des gens qui viennent nous voir sans trop savoir. Et du coup, on peut vraiment les orienter. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, on a un spectre d'intervention qui est hyper large. Donc, finalement, de montrer ce qu'on fait, on a aussi peur que ça nous cadre dans quelque chose trop précis. Mais ça va venir, là, on y travaille et je pense que maintenant, on a aussi assez de matière à montrer, des projets qui représentent vraiment ce qu'on aime faire pour justement montrer un peu ce panel sans que ce soit non plus du coq à l'âne. Pour moi, ça souligne un point qui est hyper important et qu'il y a beaucoup de freelance, quand ils se lancent, ils veulent avoir tous les trucs bien carrés, etc. Ils veulent avoir leur statut d'auto-entrepreneur ou autre, ils veulent avoir
un site parfait, ils veulent des réseaux sociaux, etc. Mais en fait, c'est plus des trucs long terme, tu vois, une fois que tu as réussi à trouver des clients. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça, c'est intéressant parce que c'est même quand ton métier, c'est toi de faire des sites web, tu vois. C'est un peu toujours le truc du cordonnier mal chaussé, tu vois, toujours un peu à la ramasse sur ce qu'on fait parce que déjà, c'est dur de le faire pour toi, en fait. Et puis bah, c'est juste peut-être pas la priorité du moment, quoi. Vous avez des clients, vous croulez sous le boulot. Bon, peut-être pas besoin tout de suite. Après, si vous voulez grossir et que ça vous aide etc., à présenter votre travail dans la partie vente, mais... Oui, je pense que là, on a besoin des fois sur des appels d'offres. C'est vrai que des fois, voilà, on nous demande... Après, on a un portfolio qu'on envoie en PDF, mais c'est vrai que c'est vrai que ça, c'est un bon... C'est un bon truc, mais voilà, là, de prendre le temps, justement, de bien... Maintenant que ça roule, de bien se définir aussi et de bien prendre le temps de travailler sur ce genre de support, que ce soit pérenne aussi, qu'on n'ait pas à le changer tous les 2 ans, parce que quand on se lance, c'est souvent ça aussi, quoi. C'est vrai. On a une idée de ce qu'on veut faire, et puis après, ça devient un peu en fonction des clients, puis du coup, on est obligé de recommencer de zéro et tout ça. Donc... Bah ouais, puis je te dirais qu'il y a aussi cette phase-là où tu te lances, t'essaies quand même de toucher à pas mal de trucs pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va te plaire, etc. Et après, de tester aussi différents positionnements, quoi. Et c'est vrai que si à chaque fois tu as un site et tu dois tout refaire, tout remettre à jour, bah, au bout d'un moment ça te saoule et puis c'est pas pertinent, quoi. Et ouais, mais à terme, après, ça peut être un bon canal de preuve sociale, de portfolio, typiquement dans ce que vous faites, faire un portfolio un peu interactif de tous les sites sur lesquels vous avez bossé. Catégoriser avec des filtres et des trucs comme ça, je pense que ça pourrait être... Ouais. Et un truc que je remarque souvent, en ayant coaché presque 150 freelance, c'est que les freelance qui sont... C'est marrant parce que vous êtes un peu dans les deux là, avec Quentin, mais il y a les freelance en tout ce qui est design, je vais élargir design, média et développeur. C'est souvent les freelances qui ont le plus de mal à parler de prestations, de tarifs, à bien négocier leurs tarifs, tu vois. Et de votre côté, comment est-ce que vous avez vécu ça? Et aujourd'hui, vous facturez des tarifs qui sont quand même bien, et très bien. Mais vous avez fait, j'imagine, tout un chemin aussi psychologique par rapport à ça. Bah, c'est vrai que, comme je disais, on a pas mal commencé à travailler pour des amis, pour des projets étudiants. Et du coup, c'était pas forcément des projets hyper bien rémunérés, mais c'était dans le cadre aussi, on était étudiants et tout ça. Donc c'était... Tu te fais ton expérience, ton portfolio. Tu te fais ton expérience. Et puis maintenant, ça dépend un peu toujours des clients. C'est vrai que du coup, dans le milieu artistique, ça marche souvent avec soit des appels d'offres où du coup le budget est déjà défini à l'avance, soit il y a beaucoup de bourses pour les artistes et tout ça, et on nous approche souvent en nous disant moi j'ai ce budget-là pour ce projet, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce budget-là. Donc on a aussi un peu basé nos tarifs par rapport à ça. Je pense que Et là, je sais pas si c'était ok de partager ça, mais tu me partageais il y a quelques semaines notre TJM là, sur quelques missions. Ouais, ça dépend un peu, mais voilà, on est entre 450 et 500 euros la journée. C'est à peu près, je pense qu'on est bien. Ouais, pour en tout cas du design optionnel, je pense que vous pourriez être plus, mais par rapport à ce que je sais, ce que vous facturiez avant, c'est déjà bien, tu vois, il y a une démarche qui s'enclenche. Puis après, je pense qu'aussi, à la base, vous êtes deux, vous avez tous les deux votre activité, vous bossiez ensemble, vous étiez tous les deux avec votre entreprise, etc. Maintenant, vous avez créé votre boîte, votre SAS ensemble, c'est un truc solide, et il y a aussi toute la partie frais, taxes qui vous restent, si vous devez en plus louer des bureaux, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, pour pouvoir faire les projets qui te passionnent, etc., tu n'as aussi pas le choix de sécuriser ça. C'est vrai qu'on a aussi une approche assez particulière où on facture exactement le même montant, le code et le design. Parce que pour nous, ça représente le même investissement de travail. C'est vrai que souvent, le design, c'est moins bien vu, donc c'est moins bien payé. Et du coup, c'est un peu notre combat à nous de dire, pour nous, c'est vraiment aussi important d'avoir un beau design qu'un site bien codé, et que l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, ça, c'est un des trucs qui nous
des fois où on nous dit ouais bah du coup le design c'est trop cher, je vais le faire ailleurs, vous faites que le code et du coup finalement on fait le code un peu moins cher et le design un peu plus cher que des tarifs normaux pour avoir un peu ce package. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a il y a des telles différences entre les taux journaliers moyens, les tarifs entre différents métiers de freelance. Enfin, je pense typiquement, tu vois, tout ce qui est rédaction web, traduction, certains types de design, ça va pas être payé très très cher, tu vois. Et alors que tu as des trucs programmeurs, tu sais, dans différents langages à la mode, ça va être une fortune. En marketing, ça peut être des tarifs élevés aussi parce que là, tu as un impact directement sur les ventes des clients, normalement. Et les projets de design, code, interface, c'est plus des investissements, recherche et développement, long terme, tu vois. Donc c'est sûr que le gain du truc, c'est moins facile de le voir. Mais... Ouais. Mais et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites du web design, qui est un truc qui existe, mais vous l'avez adapté à votre sauce et vous avez aussi des idées assez, je crois, assez fortes, assez tranchées sur certains trucs. Par exemple, l'expérience utilisateur, tu as fait ton projet de master là-dessus, puis tu avais pas mal de visibilité aussi par rapport à ça. Je sais pas si tu veux parler de ça. Il y a cette partie-là, justement, ce que tu disais, genre, ok, le design et le code, c'est deux trucs différents, mais ça a une valeur tous les deux, tu vois. Bah oui, mon projet de diplôme, du coup, c'était vraiment une espèce de... c'est un peu un sujet du moment aussi, quoi, de critiquer un peu le tracking en ligne et notamment l'impact que ça a sur le design et pas tant sur... on parle souvent de privacy, de ce genre de choses, mais pour moi c'est plus l'effet de groupe aussi, l'effet de masse de traquer que Google traque que quelle nuance de bleu va être celle qui amène le plus de clics. Et du coup c'était un peu de questionner la place du designer là-dessus, si 90% de la population préfère le rouge, est-ce qu'il faut que tous les boutons soient rouges ou ce genre de trucs-là, et un peu de critiquer que le tracking partout, tout le temps mal fait, ça pouvait aussi avoir une influence mauvaise sur tous les sites qui deviennent pareils, toutes les expériences qui sont les mêmes, etc. Tu nous parles de ton poisson? Et du coup, ça s'est transformé en une installation interactive où j'ai traqué mon poisson rouge qui contrôlait ma souris d'ordinateur et du coup qui laissait sa trace à ma place. Qui se baladait sur des sites, quoi. Voilà, qui pouvait cliquer, scroller, et du coup qui se baladait uniquement sur des sites qui étaient en train d'effectuer du tracking en direct. Donc du tracking de mouvements, de clics, du coup un peu pour un petit acte d'anarchie poétique. Anarchie du web, ouais. Ouais, puis t'as eu le prix du jury, je sais pas comment on appelle ça, là, par rapport à ça. Ricebacker Award de recherche. C'est top. Ouais, puis ça montre que c'est dans une démarche aussi, mais tu vois, avoir des idées tranchées sur ce que vous voulez faire, c'est le côté aussi, c'est vrai qu'on questionne aussi tout le temps les outils qu'on utilise. On essaye d'utiliser des outils libres de droit, de bien faire les choses, quoi. D'utiliser le moins de plugins possible, de tout faire de zéro pour justement pas être dépendant de tout ce genre de choses dont on ne sait pas trop d'où ça vient. Et au fur et à mesure de vos missions, etc., vous êtes aussi organisé pour bosser à deux, éventuellement avec d'autres personnes, etc. Et dans vos projets, est-ce que vous avez des façons de faire particulières, tu vois? Par exemple, un site vitrine, mettons un portfolio ou une galerie, un truc comme ça, un genre de projet comme ça. Est-ce que vous avez des templates que vous utilisez? Est-ce que vous avez une façon de faire tel truc dans tel ordre? Ou est-ce que c'est... On vient souvent nous voir justement parce qu'il y a des contenus spécifiques qui ne se mettent pas forcément, qui ne peuvent pas rentrer dans des choses qu'on a déjà fait. Après, on peut récupérer des slideshows, des petits bouts de footer, ce genre de choses, mais on aime bien vraiment, à chaque nouveau projet, repenser tout de zéro. Et après, s'il y a des trucs qui peuvent fitter, on les fit dedans, mais pas tant que ça, quoi. Ouais, okay. On se facilite pas la vie. C'est pas vraiment votre approche, en fait. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de remettre en cause les outils que vous utilisez, etc. Et l'autre fois, quand tu étais en Bretagne, là, tu me montrais que vous utilisez aussi vos compétences de programmation et tout ça pour vous créer à vous et même aussi à des clients des outils. Par exemple, votre outil de compta semi-automatique, là, ça c'est un peu le problème quand on commence à coder, c'est qu'après, on a la flemme de tout faire, quoi.
Et du coup, voilà, ouais, on a fait un outil d'automatisation de notre facturation et qui est vraiment adapté du coup à nos statuts, au type de projet qu'on a, donc vraiment au web. Et du coup, ça nous évite de tout refaire à chaque fois et en même temps d'avoir tout au même endroit. Notre comptable est content et C'est pas mal. et nous aussi. Ok. Mais pour l'instant, on a passé beaucoup de temps à faire l'outil et c'est récent, donc on n'a pas encore rattrapé le temps, mais. Ouais, puis ce côté en fait d'avoir cette envie d'optimiser, comme pour vos clients aussi, vous faites des outils. Ouais. Tu me disais pour faciliter la mise en page de leur. Sur une identité visuelle, par exemple, on va essayer de proposer des outils pour qu'ils n'aient pas du tout à aller faire eux-mêmes les posts Insta, mais qu'ils puissent faire rentrer leur texte, des images et que ça sorte comme nous on a envie que ça sorte. Ok. Donc c'est des choses qui sont assez complémentaires finalement et utiles pour tout le monde. Et je pensais, pendant que tu parlais aussi, en fait, vous êtes lancé, je pense que Quentin aussi, mais vous êtes lancé pendant vos études, mais assez tôt en fait, c'était quoi, en deuxième année? Ouais. Et vous n'avez pas eu du tout. Troisième année, ouais, on va dire. Vous n'avez jamais eu de job, enfin vrai emploi quoi. Jamais eu de vrai travail. Ça me fait un peu peur d'ailleurs des fois de me dire que si je dois aller de l'autre côté du. Bon, il n'y a pas de raison, enfin. Il n'y a pas de raison quand tu sais, tu as des compétences et que tu sais les vendre, c'est ton assurance tout risque. C'est sûr. Et après, c'est commun dans le milieu, enfin nous, en tout cas des écoles d'art appliqué dont on vient, c'est assez dur de se lancer dans un studio de design parce que c'est beaucoup de très petites structures à 2-3 personnes et c'est un peu le modèle économique qui est viable dans ce genre de discipline. Donc du coup, c'est souvent de faire des missions freelance dès le début et après d'essayer de créer son studio ou de rejoindre un studio déjà existant. Mais c'est la plupart de mes amis et les gens qui ont étudié avec moi, ils sont aussi dans sur ce créneau-là, quoi. Oui, il y en a. Toi, je me souviens qu'à l'époque, tu me parlais des studios, tu avais regardé des studios qui étaient à Montréal, etc. Je t'envoyais des photos et c'était soit t'en rejoignais un en fait, mais du coup, ça n'aurait pas été ta vision artistique du truc, soit tu crées le tien, quoi. Puis finalement, c'est ça qui s'est passé. Ouais, mais un peu sans y trop y réfléchir. Ouais. Et aujourd'hui, là, dans ton activité, t'étais en Hollande. Après, tu es revenu en France, le confinement, etc. Là, tu es à Paris, mais tu bouges. Tu as passé 1 mois et demi en Allemagne. Là, tu es revenu ici, en famille. Après, tu retournes à Paris. Tu vas en Venise. Ton activité en termes de liberté, de contraintes, etc. Comment ça... Ça marche. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure, là, qu'on cherche un studio à Paris aussi. Pour nous, c'est une manière finalement d'être plus libre. Parce que du coup, on a cet endroit-là où ça marche, ça roule. Il y a soit mon collègue, soit moi qui sommes sur place. Et après, ça nous permet d'être hyper flexible. Voilà, c'est vrai que mon copain habite en Allemagne, donc du coup, je vais souvent en Allemagne. J'ai une connexion aussi un peu avec des clients aux Pays-Bas, donc je peux y retourner. Des voyages d'affaires à Venise, du coup, je peux rester 1 semaine de plus et vraiment profiter d'être là-bas et de bosser en même temps. Et vraiment, on est hyper flex et d'être à deux, on est un peu dans le même état d'esprit là-dessus, quoi. Tant qu'on bosse et qu'on se fait confiance et que ça avance, on reste hyper libre l'un et l'autre. Donc ça, c'est cool, quoi. Mais je n'ai pas trop connu l'autre côté, comme je sais. Moi, ça a toujours été, ça a été comme ça, mais j'aurais vraiment du mal à revenir dans un 8h, 17h, du lundi au vendredi. Ouais, et puis toi, tu as tout le moi, je bosse assez structuré en termes d'heures, etc. Mais toi, tu as tout le processus créatif aussi qui est assez c'est dur spécial. C'est dur de prévoir quand est-ce qu'on va avoir des idées et tout ça, quoi. Donc, Mais un truc qui est assez fou et que je réalise aussi là, c'est qu'en même en tant que famille, on a nos parents et on a une petite sœur aussi. Et en fait, vu qu'on est tous indépendants, en fait, pour se retrouver en vacances ou à Noël, etc., on n'a jamais de problème, quoi. Non. On s'arrange un peu, on se dit ok, on va faire ça à tel moment, on se retrouve là. Puis là, on est là, toi, on est tous les deux là cette semaine, on bossait, tu vois. Là, on va repartir, mais c'est vrai que c'est assez cool niveau liberté aussi de tout ce qu'on peut faire. Ah oui, de revenir là un peu, de pouvoir te faire. voir dans tes aventures bientôt. Bah ouais. Aller nomader un peu. Et puis peut-être une dernière question, c'est là on a parlé un peu de ton parcours et tout ça, mais pour la suite, donc tu disais que vous allez avoir le studio physique. Comment est-ce que tu vois ton activité évoluer dans le futur?
Bah, du coup, déjà de faire de la com, de se définir aussi un peu pour voir. Pour vous, quoi. Ouais, pour nous et puis ça va un peu tout ensemble, quoi. Trouver un endroit, monter la société, faire notre com pour vraiment être défini sur ce qu'on fait et où on va. Et après, bah, on aimerait bien grossir un peu, du coup, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on bosse vraiment que tous les deux. Parce que c'est aussi confortable, on se connaît, que ça va vite. Et qu'on n'a pas trop comme je disais, on n'a pas trop de parties du travail où on a des choses assez rébarbatives à faire, quoi. C'est vraiment soit du design et soit du code, mais les phases vraiment où il faut faire des choses. Donc si on prend quelqu'un, il faut vraiment quelqu'un qui partage notre vision, un freelance voilà, qui est dispo aussi de s'impliquer autant que nous, quoi. On a vraiment envie que... On n'a pas vraiment envie de faire du salariat déguisé, on aimerait bien prendre quelqu'un avec nous et grossir aussi pour être toujours plus flexible finalement, de prendre plus de projets, Travailler sur des plus gros projets aussi. Ouais, travailler sur des plus gros projets ou justement les gros projets qu'on fait maintenant, de ne pas avoir ça qui nous prend tout notre temps. On aime bien avoir des projets assez variés, quoi. Et j'ai une question une dernière question qui me venait, c'était, vous avez fait des écoles de design, différentes choses. Le côté genre autodidacte, se former au code, c'est quand même assez fort. Alors il y a plein de trucs pour se former, mais comment est-ce que vous y êtes pris et c'est quoi en fait ta vision du truc de se former sur quelque chose que tu as besoin pour ton activité? Bah, nous, ça s'est fait plutôt par un peu passion. On aimait bien ça, on aimait bien bidouiller un peu. Et puis au fur et à mesure aussi, on a vu que c'est là qu'il y avait du boulot aussi. Du coup, on s'est un peu plus investi là-dedans. Et on a aussi fait des stages, l'un et l'autre, donc aux Pays-Bas, moi à Paris, où on a découvert un peu les outils qu'ils utilisaient pour faire ça. Et ça nous a vraiment intéressés parce on aime bien bidouiller. Et comme je disais, on aime bien aussi automatiser les choses. Même dans notre pratique du design, c'était comme ça. Donc tout ça a un peu sens là-dedans. Et après, de se former au code, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce moment où on se dit allez, je me mets au code, parce qu'on a commencé à bidouiller pour des projets étudiants et du coup, tu n'as pas vraiment la pression de donner un site à un client. Mais quand c'est arrivé, du coup, on avait déjà la compétence là-dedans aussi. Donc on n'a pas eu vraiment ce genre de coup de pression. Mais après, j'ai d'autres amis qui ont fait ça et c'est quand même, ça se fait bien et c'est cool, quoi. Mais faut être dans le bon état d'esprit de codeur, quoi, parce que finalement, c'est souvent ce qu'on dit aussi, quoi, que un codeur, c'est pas un métier, mais c'est un état d'esprit, quoi, de toujours être dans la recherche, la bidouille, le machin. Et là, t'as un problème, trouve une solution, quoi, peu importe. C'est ça. Mais voilà, il y a des gens qui ça les intéresse pas et je pense que c'est pas la peine de. C'est pas la peine d'y aller, quoi. Après, c'est ce qu'on trouve toujours bien, c'est ce qu'on essaye de dire aussi un peu dans nos workshops, quoi. Que c'est cool de s'y coller, même si on fait un mini-site en HTML et de comprendre un peu les bases de ce truc-là. Et nous, ça nous a vraiment aidé aussi en termes de design, quoi. Ça nous énerve un peu des fois quand on reçoit des designs de designers, on appelle ça. De sites où c'est du coup le design n'est pas du tout en raccord avec la structure du web, du coup ça va être des trucs impossibles à coder alors que ça pourrait être fait de manière vachement plus simple en changeant 2-3 trucs. En fait, vous enlevez un intermédiaire d'intégrateur, quoi. Vous le faites, mais vous l'avez pensé avant. Et puis est-ce que tu as quelque chose à partager en particulier je sais pas, je pense qu'on a... pour vous retrouver sur Internet ou pour aller plus loin dans voir ce que vous faites? Du coup, ça va venir. Tu peux le dire quand les gens vont regarder l'interview au fur et à mesure. Ah ouais. Du coup, ce sera studiof451.net.com, je ne sais pas. Ah, vous avez changé de nom de domaine, du coup? Ouais, je pense. Okay. Et pour l'instant, domitilledebré.net. Vous pouvez trouver mon site temporaire avec mes contacts. Et puis ton Instagram aussi, mon Instagram, c'est Domitilledebré. Ouais, ok, on mettra ça en description. Voilà. Et voilà, on partage même sur nos Instagram, on partage un peu plutôt des work in progress que vraiment des projets finis. Mais, ça, c'est cool aussi comme truc pour justement donner aux gens envie de voir ce qui se passe et de bosser avec vous. Cool, écoute, merci beaucoup pour ton partage. De rien.
Et Salut. salut, à la prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.